En fait, il y a deux façons de voir les choses. La première, je dirais, moi, j'ai appris à me protéger dans le sens où euh, ça fait mal hein, quand on a des critiques. Je parle là sur Internet, donc j'essaie de ne plus les lire en fait. J'essaie d'avoir quelqu'un qui passe avant et qui supprime, par exemple, les insultes, qui supprime. Bon, j'aime bien les critiques. Hein, je suis pas là pour dire que tout le monde doit m'aimer, mais simplement quand c'est irrespectueux, ça touche, ça heurte. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis protégé, pardon, au niveau d'Internet. Et pour tout l'entourage qui est pas du tout entrepreneur, qui est pas du tout positif, mindset, on va de l'avant, on profite, bah j'ai envie de dire malheureusement je les vois beaucoup 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 moins. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il faut accepter de faire ce choix-là. Il faut accepter finalement de découvrir d'autres personnes, de faire d'autres rencontres dans la vie. On n'est pas obligé de s'accrocher aux gens, même si on les aime et qu'on peut les voir. Juste ça sera un petit peu moins. Donc moi le fait d'avoir déménagé aux USA, ça m'a permis aussi de faire un petit cri entre guillemets. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est ça, c'est qu'on voit moins les gens qui nous poussent à nous surpasser en fait. Et on va plus vers les gens qui au contraire nous aident à devenir ce que nous on considère meilleur quoi. Alors j'ai quasiment jamais à le gérer parce que j'ai pas ou plus ce genre de personnes autour de moi, mais en fait maintenant c'est complètement intégré pour moi que de plus tolérer en fait tout ce qui est toxique ou nocif. Déjà j'attire très peu ce genre d'expérience ou de personnes aujourd'hui et je suis assez pointilleuse sur ce que ou qui je laisse rentrer dans ma vie. Donc voilà, il y a déjà comme un peu un filtre à l'entrée que j'ai appliqué très rarement parce qu'il y a peu de gens toxiques ou négatifs qui viennent à moi aujourd'hui. Je pense que je peux plus du tout attirer ça. Et alors une fois que c'est là, enfin s'il y a ou comme tu dis des gens dans la rue ou souvent ce que je garde à l'esprit c'est que les gens qui souffrent font souffrir les gens. Et au lieu d'être dans le rejet ou dans la stigmatisation ou dans la critique, j'essaye. Je dis pas que j'y arrive forcément à chaque fois, mais mon avis là-dessus aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui, au global, sont dans la négativité pour une raison qui doit être lourde sur leurs épaules, qu'ils en aient conscience ou pas. Et je suis plutôt dans la compassion, à essayer même des fois d'envoyer de l'amour à ces personnes plutôt que de la négativité. Parce qu'en plus, des fois, on laisse pas rentrer quelqu'un dans notre vie, mais pour autant, on va repenser pendant toute l'après-midi ou pendant 2 jours à oh là là, il m'a énervé, ou il a fait ci, ou il a fait ça. La personne, elle le sait même pas. Mais c'est mon expérience et mon après-midi que je suis en train de pourrir. Donc, comme j'essaye de faire de plus en plus attention à mon état énergétique et vibratoire, eh bien, je choisis la compassion volontairement sur la négativité ou l'agressivité, ou je choisis la gratitude sur la colère. On choisit nos émotions, ouais. C'est pas elles qui nous contrôlent, c'est nous qui les contrôlons, c'est nous qui allons à elles. Donc voilà. J'essaye de, même dans la toxicité ou la négativité, de trouver d'en faire un outil positif et bienveillant pour moi-même et pour l'autre. Ce truc de on choisit nos émotions. Choisit nos émotions. Et de prendre la responsabilité des émotions. Ça, c'est venu pendant mon voyage et c'est aussi beaucoup ma formation de coach qui m'a apporté ce point de vue-là précis. C'est beaucoup venu à moi via le coaching. Et souvent, je dis qu'aujourd'hui, moi, je coach à partir de mes 3 ans de voyage, donc 3 ans à l'université de la vie et de ma formation de coach. Et je mets tout ça dans un mixeur avec ce que je suis et une grosse touche d'éclairage spirituel aussi. Et à partir de ça, j'accompagne les gens vers eux-mêmes. Alors là, il y a 2 questions très importantes. Il y a la première qui est liée aux obstacles, aux difficultés de manière générale. Et on va prendre un exemple hyper simple. Là, je vais te dire, on va jouer à un petit jeu. Et peu importe ce que tu fais, il n'y aura aucune difficulté, tu vas gagner. Je te le dis d'avance. Et je te dis, vas-y, déjà, il y a très peu de chances que tu aies envie de jouer à ce jeu-là, parce qu'il n'est pas challengeant. Et souvent, c'est un élément central dans la psychologie de la gamification. Par exemple, on se dit, OK, on va créer un jeu vidéo tous les deux. Bah, le niveau de difficulté, c'est pour ça souvent qu'il y a des niveaux de difficulté différents, parce que c'est l'élément central pour s'amuser. Et dans la vie, ce niveau de difficulté-là, c'est sa zone de confort. Donc, savoir la mesurer,
Il y a toute une méthode qui sera dans mon livre, mais que je partage aussi publiquement dans mes conférences. Savoir mesurer ce niveau de difficulté qui est différent d'un domaine de vie à l'autre, d'un contexte à l'autre, et savoir exactement comment le dépasser pour s'amuser tout en se dépassant et pour avoir cette gratification-là et pas tomber dans ce qu'on appelle la zone de panique et rester dans cette zone de challenge-là où c'est assez challengeant pour s'amuser sans que ça soit trop, voilà, où on se dit non mais voilà, enfin c'est une phobie, je m'amuse pas du tout, je comprends rien, pourquoi je perds, comment je fais pour gagner, etc. Il n'y a rien de pire qu'un jeu dans lequel on comprend pas pourquoi on perd et qui plus est, voilà, on a l'impression que c'est injuste et qu'on a fait les bonnes choses et qu'on gagne pas. Donc ça, c'est un élément principal. Les difficultés, ça fait partie de l'amusement et ça fait partie du bonheur. Réussir sans aucune difficulté, il n'y a aucun plaisir dedans. Il y a qu'à regarder les enfants enfin, je fais pas de la sociologie bas de gamme, mais bon, on peut regarder certains des enfants qui sont nés de bonnes familles, etc. Et on a plein d'exemples où voilà, enfin, c'est pas. Moi, en tout cas, je suis très content d'être né dans un milieu qui est un milieu très, très modeste. Parce que la moindre des choses, le fait d'avoir un appart aujourd'hui, c'est un petit duplex, etc., bah, parfois, je le regarde et je suis très heureux. Je suis putain, t'en as fait du chemin. Et si j'avais été né dans une villa comme certains de mes potes, si j'avais eu plein de choses et tout, que ce soit matériel ou autre chose, bah, je pense que ça m'aurait gâché plein de plaisir. Donc la difficulté, elle est très très liée au niveau de plaisir et de bonheur. Oui, parce qu'on a cette tendance à vouloir que le lumineux, que les jolies parties de nous, que la facilité. Encore une fois, parce que on nous apprend pas aussi. Moi, je rêve de révolutionner le système scolaire et d'enseigner la méditation, l'intelligence émotionnelle, la communication bienveillante, mais à 8 ans, quoi. Et en fait, on nous apprend pas à être à l'aise avec nos parts d'ombre. Et ou pareil, les émotions, toi tu me disais que tu enseignais le contrôle émotionnel. Moi, c'est aussi beaucoup quelque chose que j'apprécie énormément. Et en fait, rien que cet étiquetage qu'on met dessus, on dirait il y a des émotions positives et des émotions négatives. Non, elles sont toutes utiles. Certes, il y en a qui sont plus agréables à passer que d'autres qui sont plus désagréables, mais aucune n'est négative. Tout comme voilà, et donc comme tu le disais, il faut être à l'aise et comprendre nos parts d'ombre pour être à l'aise avec la lumière. Sinon, on passe à côté de la moitié de ce que l'on est, quoi. Ou quand tu les préviens, tu les vois tous une fois et puis après c'est voilà, t'as fait ta soirée, tu les as vus, tu t'es marré et si tu te sens pas à l'aise à leur côté, bah tu les vois qu'une fois de temps en temps en fait. C'est ça le truc. Ouais, bien sûr, ça arrive. Et là, je dirais, c'est effectivement les critiques nous rendent meilleurs. Même si c'est pas facile parce qu'il y a toujours notre ego qui va aussi rentrer en compte, etc. L'idée c'est de réfléchir. Après, ça veut pas dire qu'on va les suivre, mais chacun a le droit d'avoir un point de vue qui lui appartient déjà. Et ensuite, dans un deuxième temps, une bonne critique, ça peut nous permettre de prendre conscience de choses que nous on ne voyait pas. Donc moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent bah tiens Alexandre, voilà dans cette vidéo tu as dit telle phrase, moi ça m'a fait penser à ça, et je m'en étais pas rendu compte au départ. Donc par exemple, tu as dit que bah il faut jamais montrer ses sentiments. C'est vrai que je l'ai dit une fois dans une vidéo, mais en fait, ce que je voulais expliquer, c'est que parler de ses sentiments au début d'une histoire, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça peut faire fuir l'autre, tout simplement, quoi. Donc, ça permet finalement de s'améliorer. Après, quand on dit, bah, j'aime pas tes idées, bah, ok, on a le droit d'avoir des idées différentes. Ça veut pas dire que je vais les changer pour autant, quoi. La deuxième partie de ta question qui est hyper intéressante, qui est comment tu gères l'entourage toxique. Moi, je le gère comme un dictateur. Ma vie, c'est pas une démocratie, clairement. Même dans le business, tu vois, genre, tu as beaucoup de personnes qui sont dans l'entourage qui disent, bah, si tu veux avoir un avis, moi, je pourrais te le donner et tout. Et bon, je vais faire une petite parenthèse vulgaire, mais je me rappelle plus l'auteur, mais je crois que c'était Coluche qui disait ça. La vie, c'est comme un trou de balle, tout le monde en a. Bon, Coluche, si tu nous regardes. Et du coup, ça, c'est vrai, en fait, dans notre société, on a tellement mis en évidence cette croyance qui est pour moi une fausse croyance, qui est le client est roi, le consommateur est roi. Bah non, c'est l'entreprise qui est reine. Parce qu'au final, c'est elle qui donne de la valeur et c'est elle qui encaisse la richesse derrière, contre parfois de l'attention ou du temps quand c'est gratuit.
Et le fait de, voilà, tout le temps, et je mets un pouce en haut, on note les restaurants, on note les, les entreprises des autres, on note les livres, on note, au lieu de se dire comment je peux appliquer ça dans ma propre vie, ou alors est-ce que moi aussi ça m'intéresserait, quel est mon rêve, est-ce qu'au lieu de juste regarder des films, pourquoi je ne ferais pas moi-même un film, pourquoi je passerais pas de ce statut-là de spectateur à un statut d'acteur, de joueur. Et ces personnes-là, qui sont souvent des personnes qui donnent des avis, etc., ben, je les prends absolument pas en question. Enfin, je me pose plutôt deux questions. Qui est cette personne et est-ce qu'elle a accompli les mêmes choses que je souhaite accomplir? C'est les deux questions. Si c'est non, ça rentre par une oreille, ça sonne, enfin, ça sort de l'autre. Ils peuvent avoir raison d'ailleurs, mais avoir raison en théorie et être sur le terrain en train de mouiller le maillot et de savoir ce que c'est que la pression dans les vestiaires, la pression des sponsors, la pression du public, des journalistes, des médias, et être Gérard sur son canapé avec une bière qui dit ils savent pas jouer et tout, ils sont payés des millions, tu vois, c'est complètement différent. Et l'avis de Gérard, il m'intéresse pas. Tu vois, par contre, l'avis de Zidane, qui va me dire ouais non, non, mais là t'as craqué et tout, tu vois, ça c'est un mentor. C'est un mentor par définition, c'est quelqu'un qui a accompli les choses que tu souhaites accomplir, ou plus de choses que ce que tu souhaites accomplir. Et pour être complètement transparent avec toi, moi je me protège énormément là-dessus. Par exemple, mes parents pendant des années jusqu'à récemment, ils savaient pas ce que je faisais. Moi, j'avais encore un CDI, j'étais cadre, ils étaient heureux, j'étais heureux parce que voilà, tout se passe bien au boulot, parfait. Tu vois, j'avais pas un stress supplémentaire. Et c'est maintenant, au fait, que ça commence à marcher, que ça commence à tourner, qu'ils le savent et qu'ils sont heureux. Tu vois, qu'ils sont même fiers. Tu vois, genre, dernièrement et tout, mon père, il avait dit à ma sœur, bah, pourquoi tu montes pas aussi, toi, ta société et tout, dans l'événementiel, t'en as pas marre de travailler pour les autres. Et quand je dis ça, mon père, c'est un fonctionnaire de base qui est à la retraite et qui a la mentalité de, voilà, c'est ingénieur, médecin, ou tu vois vraiment, ou avocat. C'est faites les trucs. Mon grand-père savait pas écrire et lire. Donc déjà, mon père, pour lui, c'était une énorme ascension sociale. Et l'ascension sociale, pour eux, elle se passe que par les études et que par les choses. Donc, c'est même pas des personnes toxiques, c'est juste des personnes qui nous aiment, mais et on fera les mêmes erreurs d'ailleurs avec nos enfants, hein. C'est, on voudra leur appliquer notre propre vision et ça, c'est normal. Donc, c'est juste, je me protège là-dessus, mais pas forcément dans cette vision sectaire de se dire, il y a des gens toxiques, faut les dégager de ta vie, etc. Il faut juste t'en protéger et les protéger. Et je me crée un cercle social avec des personnes qui peuvent me comprendre, avec des mentors, avec un peu des compagnons de route, des coéquipiers qui sont au même niveau, et avec des élèves, des personnes à qui je peux apprendre des choses. Et pour moi, une équipe de choc, c'est ça, c'est composé de ces trois profils-là. Et après, l'un des concepts principaux dans Goodbye Comfort Zone Heroes, c'est qu'on arrive en créant un alter ego, tu vois, euh, comme Bruce Wayne avec Batman, comme Tony Stark avec Iron Man, etc. Et on peut tout à fait avoir un travail normal la journée, avoir des collègues normaux, avoir des gens où, voilà, globalement, ils disent, ouais, en France, on réussit pas, c'est la crise, etc. C'est impossible. Et tu fais, ah ouais, ouais. Et toi, tu as ton alter ego où, voilà, quand tu es tout seul ou quand tu es avec tes compères, bah, tu fais les choses que tu as envie de faire. Et ce qui fait que cet aller-retour, il est à la fois très, très jouissif et très grisant. C'est un peu, voilà, j'ai toujours rêvé, moi, d'être un super-héros quand j'étais petit. Toutes les nappes se transformaient en cape, je sautais, j'ai essayé de voler je sais pas combien de fois. Et, et c'est très grisant d'utiliser un peu ces mécanismes psychologiques et d'avoir cette double identité. En fait, l'alter ego, c'est toi-même, mais c'est toi-même sans la pression de la société, sans la pression des choses qu'on t'a imposées et que tu n'as pas choisi, et que quelque part, tu te dis, s'il n'y avait aucune limite au possible, qui je voudrais être? Et qui je voudrais, c'est quel est le type de personne capable d'accomplir cette vision idéale que j'ai de la vie, et qui peut changer d'ailleurs, mais à un instant T. Et pour répondre à la question, c'est un ensemble de choses comme ça, mais globalement, il y a le concept d'alter ego et le concept d'équipe de choc. Et pour moi, quelque part, je suis en infiltration dans la société. Donc, je ne prône pas du tout le discours de dire, je le faisais avant, de dire éloignez-vous des personnes toxiques, etc. Mais on peut consacrer un certain temps aux personnes, voilà, qui sont la famille, qui sont parfois même des gens très proches et tout, mais qui sont pas du tout dans le même mood que nous, dans la même mentalité, et c'est probablement pas de leur faute, parce qu'ils ont peut-être pas eu la même prise de conscience que nous, avec les événements, qui peut-être lire un livre, tomber sur une conférence, une vidéo, etc.
Et l'un des meilleurs trucs pour conclure sur cette question-là et que j'ai remarqué, c'est que toujours, tu as les trois stades un peu où au début, on va se moquer de toi. Et puis après, voilà, enfin, on va être critiqué par la suite. Et après, c'est juste, ça devient évident. Et moi, par exemple, quand on a découvert à l'époque, quand je faisais mes 365 défis et que j'en avais parlé à personne, il y avait mes collègues qui l'avaient découvert. Et pendant quasiment les 2 mois qui ont suivi la découverte, j'avais le droit quasi tous les jours à des blagues. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Tu vas faire caca debout, ha ha ha, tu vas essayer de faire ça, etc. Donc, et ça s'est mais complètement dirigé où ils venaient me voir pour des conseils, où ils venaient me voir, ah Anine, tu vas trop être content, moi qui ai peur de l'avion, regarde, je pars en vacances et tout pour la première fois, hein. Je sors de ma zone de confort, moi je me lance dans une nouvelle formation et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des anciens collègues, des anciens patrons qui m'écrivent où le rapport de force il est complètement inversé. Euh, en me disant voilà, enfin, merci et tout, parce que tu m'as inspiré là-dedans et tout, sans forcément me donner de conseils, mais juste le fait de te voir et d'inspirer par l'exemple, c'est l'un des meilleurs éléments en fait. Le monde nous autorise pas à être pleinement toutes les nuances de qui l'on est, mais en fait, je me rends compte depuis que je suis rentrée, je suis autant à l'aise encore en talons aiguilles s'il faut, avec une veste, que je suis à l'aise pieds nus en mode chamane indienne dans la forêt. Et le monde nous demande un peu de choisir, tu sais, c'est soit t'es timide, soit t'es extraverti. Moi, ça m'arrange pas si t'es l'un et l'autre en même temps. Tu sais, on veut tout le temps mettre des cases avec des belles étiquettes dessus, parce que c'est plus simple pour nous de gérer l'autre dans une unicité, et on a du mal à embrasser la palette de nuances qui est chacun d'entre nous, à commencer par nous-mêmes. Et depuis que je suis rentrée, je réalise ça, en fait, je suis plein de femmes à la fois, et tant mieux, et je vais arrêter d'en choisir qu'une seule et de me dire que je suis pas normale. J'ai plein de nuances, et j'essaye aussi d'amener les femmes qui travaillent avec moi à observer et à accueillir toutes les nuances qu'elles sont elles aussi, tu vois.